Jordan Bardella, à vous, vous avez une minute, quelle est votre image? J'ai choisi l'emblème d'un partenaire européen, le Danemark. Parce que je crois que la question essentielle de ces élections européennes, c'est comment faire en sorte que la France défende demain et après-demain ses intérêts sur la scène européenne. Je fais le constat, comme beaucoup de Français, qu'aujourd'hui, une grande partie du fonctionnement des règles de l'Union européenne sont soit contraires à nos intérêts, soit affaiblissent tout simplement la puissance de nos nations. L'un des grands défis que j'estime être celui de ma génération et de notre pays, c'est le défi de l'immigration. C'est le défi migratoire qui fait peser sur la France et sur l'Europe le risque de l'effacement. Il y a des États, nous avons des partenaires européens à l'image du Danemark, qui dans le cadre européen arrivent précisément à juguler ce phénomène qui menace aujourd'hui nos comptes publics, notre sécurité et notre identité. Par conséquent, le vœu que je formule, c'est celui d'une Europe des nations, d'une Europe des coopérations entre États, qui précisément puisse se fixer comme objectif premier celui de maîtriser nos frontières, de protéger notre identité, de défendre notre art de vivre et notre civilisation. Des États européens le font. Je souhaite que la France, à rebours de ce que fait Emmanuel Macron, puisse également le faire. Et c'est, je crois, ce que souhaite une majorité de Français. Et est-ce qu'il faut suspendre cet accord d'association avec Israël? Ça fait un peu plus d'une heure que nous débattons. Et j'aimerais vous parler de ce dont on ne parle pas depuis maintenant plus d'une heure, ce sont les Français. J'en ai parlé. Et je me mets à la place, Monsieur Pujadas, des Français de confession juive qui, le 7 octobre, ont vécu dans leur chair les atrocités du terrorisme islamiste et les atrocités du Hamas qui ont été commis par des pogroms en Israël. Et je me mets à la place de ces Français de confession juive qui, tous les jours, sentent monter l'insécurité, la violence et l'idéologie islamiste sur notre sol et qui ne comprennent pas comment est-ce que des mouvements politiques comme ceux de Mme Aubry tergiversent sur la question du terrorisme islamiste. Parce qu'au fond, l'enseignement du 7 octobre, c'est quoi? C'est qu'il y a aujourd'hui, dans la vie politique française, une partie des mouvements politiques à gauche et à l'extrême gauche qui refusent d'appeler un chat, qui refusent non seulement de condamner le terrorisme islamiste, allant comme l'a fait Mme Obono ou Mme Hassan à qualifier ces actes d'actes de résistance, mais en plus se font les carburants les plus lourds et les plus puissants de la montée de l'antisémitisme en France. Les thèses que vous développez, madame, ce sont les thèses du Hamas. Et en refusant C'est de la diffamation ce que vous faites, Non, monsieur c'est pas de la Bardella, diffamation, madame. Quand on explique, madame, que le Hamas est un mouvement de résistance, comme le font vos parlementaires, non seulement c'est indigne, mais c'est inacceptable. De la même manière que lorsqu'une Cour pénale internationale met sur le même plan un dirigeant d'un État qui riposte à des actes terroristes qui ont été commis sur son propre sol, c'est inacceptable. Par conséquent, moi j'ai une inquiétude, c'est l'importation de ce conflit sur le sol français. Et d'un mot, ce conflit, quand la Cour pénale internationale dit crime de guerre ou crime contre l'humanité, qu'est-ce que vous dites? Répondu. Depuis le début de ce conflit, j'ai toujours une position extrêmement claire. Israël a vécu le 7 octobre à la fois son Bataclan et son 11 septembre. Par conséquent, la réponse de l'État israélien est une réponse légitime, qui doit se faire dans le respect du droit international. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il est respecté, monsieur Bardella? La situation humanitaire, comme dans tout conflit armé, est un drame. Mais je n'oublie pas que le Hamas a précipité cette riposte israélienne et que c'est précisément le Hamas que vous refusez à décrire comme une organisation terroriste islamiste, comme beaucoup de cadres aujourd'hui à gauche, d'élus à gauche et à l'extrême gauche, se sert des hôpitaux, des mosquées, des écoles, des bâtiments publics et accessoirement de la population comme de véritables bombes humaines. Je pense qu'il est important sur ce sujet de remettre l'église au centre du village et de précisément protéger, monsieur Pujadas, notre pays de l'importation de l'idéologie islamiste qui ne veulent plus seulement se séparer aujourd'hui de la société française, mais imposer à l'ensemble de nos concitoyens ses interdits, sa violence. Le président de la République est le garant de la souveraineté nationale et il est le garant de la concorde entre les Français. Les images qui nous parviennent de Nouvelle-Calédonie sont des images absolument insoutenables et moi je voudrais penser évidemment aux familles des 2 gendarmes qui ont perdu la vie lors de ces affrontements, lors de ces scènes de guerre civile, mais aussi aux Français qui vivent là-bas dans la peur. La priorité des priorités, c'est le retour de l'ordre et la visite sur chaque mètre carré du territoire. La visite, évidemment, du chef de l'État dans un territoire français est de bon augure.
mais il doit se faire là-bas le porte-parole, et non pas seulement le porte-parole, mais celui qui va agir pour rétablir l'ordre et pour protéger les Français, tous les citoyens français qui sont aujourd'hui menacés par ces scènes de violence. Et je crois que le rôle de l'État, c'est aussi d'être aux côtés des acteurs économiques, des commerçants, des entreprises, qui pour beaucoup ont perdu l'investissement d'une vie, qui ont vu leurs locaux partir en fumée. L'État doit être à leur côté et évidemment garantir à nos entreprises et à nos acteurs économiques la pérennité de leur activité. Marie. L'Europe est aujourd'hui l'homme malade des économies développées. La France, c'est 0% de croissance. Les États-Unis ont conclu l'année 2023 avec près de 3% de croissance. Il y a plusieurs raisons, me semble-t-il, à cet immobilisme. D'abord, ça a été évoqué, une énergie trop chère, qui ne correspond plus aujourd'hui aux besoins de réindustrialisation du pays. Des ambitions écologistes surréalistes, irréalistes, inapplicables pour nos chefs d'entreprise. La multiplication des normes. Depuis 5 ans, c'est 950 nouvelles obligations qui s'imposent à nos TPE-PME, à nos ETI et qui font face à une inflation normative qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos chefs d'entreprise passent davantage de temps à faire de la paperasse plutôt qu'à être à l'atelier et à travailler. Et évidemment, des règles, et c'est là votre question, de concurrence qui ne correspondent plus à la guerre économique que nous mènent aujourd'hui les grandes puissances États-Unis et Chine en tête. L'Union européenne est encerclée de grands espaces économiques qui ont toute une particularité la même, celle de faire du protectionnisme, de protéger massivement leur industrie, leur filière, de subventionner très largement leurs entreprises. Lorsque les États-Unis sont confrontés à des importations massives de véhicules chinois, droits de douane à 27%, avec la menace d'aller encore plus loin. L'Union européenne, c'est 10%. Donc il faut sortir de la naïveté. Il faut sortir de la naïveté dans laquelle s'est enfermée l'Union européenne. 100% aux États-Unis de barrières de douane. Vous avez raison. Pourquoi est-ce que nous serions le seul espace économique au monde à ne pas protéger nos filières? Moi, je porte 2 ambitions. Produire et protéger. Je pense que l'Union européenne, je pense que l'Europe, je pense que nos sociétés, que la France, doivent redevenir des nations non pas seulement de consommateurs, mais de producteurs. Nous ne sommes pas voués à disparaître. Produire, c'est retrouver une énergie pas chère, en sortant des règles de fixation des prix de l'énergie au niveau européen, qui fait que les Français ne peuvent plus bénéficier aujourd'hui de l'investissement et des fruits de leur production nucléaire, en retrouvant bien sûr une production nucléaire qui corresponde à notre niveau de production historique. Protéger nos marchés par des accords de réciprocité dans les accords commerciaux. Lorsqu'on négocie des accords de libre-échange, on est systématiquement les grands perdants. On le sait sur l'agriculture. Pour permettre à l'Allemagne d'exporter des véhicules et notamment des Mercedes, on sacrifie les agriculteurs français. Donc de la réciprocité à l'intérieur, de la protection à l'extérieur. Et je porte une idée très simple, c'est la priorité nationale et la préférence européenne. Une entreprise produite en France sur le sol français, elle doit avoir un avantage dans la commande publique. Très concrètement, je souhaite que dans les cantines, c'est contraire au traité, des collèges, à partir d'un certain niveau. Non, c'est pas contraire au traité. À partir d'un certain niveau. Non. Dans le cas de la défense aujourd'hui, c'est l'article 346 du TFUE. La défense, le secteur de la défense a une priorité d'accès dans les marchés publics. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans les cantines des collèges, des écoles, des lycées, dans la restauration collective, 75% du bœuf, il est d'origine importée. Pourquoi ? Moi, je souhaite que ceux qui produisent en France puissent avoir un avantage et on fera donc là ce qui marche partout ailleurs. Mais il faut libérer les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance et sur nos chefs d'entreprise. Alors, on nous dit il n'y a plus de croissance. On nous dit on n'a plus d'industrie. On nous dit on n'a plus de géants du numérique. La France a 46% de prélèvements obligatoires. Salaire. C'est-à-dire l'un des taux de prélèvements obligatoires les plus importants des pays développés. On ne sait plus rien faire en Europe, mais on va créer des taxes et on va créer de nouveaux impôts. Et je vais vous dire, en fait, ce projet de doter l'Union européenne de ressources propres, c'est-à-dire de nouveaux impôts qui rentreraient directement dans les caisses de l'Union européenne, il cache en réalité un projet. C'est la disparition de la France. Et merci à Madame Hayé d'avoir esquissé ce sujet. Et vous l'avez déclaré dans un entretien à BFM TV hier matin, pardon pour la publicité de la concurrence, vous avez dit la règle de l'unanimité nous empêche d'avancer. Il faut donc aller à la majorité. La majorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France perdrait demain sur les sujets de fiscalité, mais aussi sur les sujets diplomatiques, sa capacité à dire non. Et ça rejoint ce que je vous disais en introduction de ce débat. La France a perdu son sens de la défense de ses intérêts sur la scène
européenne. Vous voulez supprimer le droit de veto, c'est-à-dire la possibilité pour la France de dire non, y compris à un impôt européen. Vous avez changé de sujet. Vous avez changé de sujet. Mais non, je ne change pas de sujet. Parce qu'en réalité, si demain on veut faire adopter une fiscalité au niveau européen, alors ça veut donc dire qu'on abdique. Je ne veux pas de cette Union européenne fédérale qui serait capable de prélever de nouveaux impôts, alors que nous avons déjà l'un des taux de prélèvement obligatoires les plus élevés des pays développés. Moi, je défends la paix fiscale. Et si je peux peut-être apporter une idée et une contribution sur les investissements qui sont nécessaires pour l'avenir, c'est celui d'un fonds souverain. La France est l'un des États où l'épargne est le plus important. On n'a pas cette logique de capitalisation à l'américaine, mais je veux dire par là que pour les Français qui le souhaitent, on peut se mettre autour de la table et constituer un véhicule d'investissement de plusieurs milliards d'euros par an qui permettrait aux Français, grâce à leur épargne, non pas de financer des fonds de pension, mais de financer directement l'économie réelle, les centrales nucléaires, les grands projets, les start-up, l'intelligence artificielle, la transition énergétique. Vous voulez abdiquer devant l'Europe fédérale. Moi, je veux bâtir l'Europe du XXIe siècle sur des projets du concret. Ce qui empêche les travailleurs, et celle de Jordan Bardella, qui préconise le refoulement systématique des bateaux. Alors, je vous propose de commencer, Jordan Bardella, refouler systématiquement les bateaux qui arrivent sur les côtes européennes. Comment vous le faites? Est-ce que c'est un blocus naval? Est-ce que vous mobilisez les navires militaires? D'abord, j'aimerais dire que l'immigration est aujourd'hui pour nos sociétés et en particulier pour le peuple français une menace existentielle. De plus en plus de Français ne reconnaissent plus leur pays et parfois ont le sentiment de devenir des étrangers dans leur propre sol. L'immigration est une inquiétude majeure dont j'ai fait l'une des pierres angulaires de ma campagne. La première mesure que je formule et que nous mettrons en œuvre à la tête de l'État demain, mais nous défendrons cette idée évidemment au Parlement européen, c'est le refoulement systématique des bateaux de migrants qui accostent aujourd'hui sur les côtes européennes. Nous faisons face à une immigration de fait accompli. Aujourd'hui, lorsque vous mettez le pied dans un des États de l'Union européenne, le refoulement dans votre pays d'origine est interdit. Comment faites-vous? Il y a une agence de garde-frontière européenne en premier lieu, qui s'appelle Frontex. Frontex est, depuis plusieurs années, dans sa philosophie, non pas une police chargée de raccompagner les bateaux dans leur pays de départ et donc de protéger les frontières européennes, mais d'accueillir, de prendre en charge et ensuite à la charge des dirigeants politiques des États membres de répartir dans les communes, dans les villes et dans les villages français. Madame Ayé et Monsieur Macron ont fait adopter au niveau européen le pacte pour les migrations qui prévoit précisément soit la répartition de migrants dans nos communes, dans nos villes et dans nos villages, soit des sanctions financières. Par conséquent, moi je revendique le droit au refoulement, la mise en sécurité des bateaux et le raccompagnement dans leur pays de départ. J'ai derrière moi, Monsieur Pujadas... La mise en sécurité des bateaux, qu'est-ce que ça veut dire? Si un bateau est surchargé, qu'il est sur le point de couler, comment faites-vous? Je vais y venir. J'ai derrière moi Fabrice Leggeri, qui est un préfet français, qui est l'ancien directeur de l'agence de garde-frontière européenne Frontex. Il a été débarqué par la Commission européenne précisément parce qu'il a tenté de renvoyer des bateaux après les avoir mis en sécurité dans leur pays, dans leur port de départ. Il faut que les Français qui nous regardent ce soir comprennent que pour l'Union européenne, l'immigration, ça n'est pas un problème, c'est un projet. La commissaire aux affaires intérieures de l'Union européenne, qui est, pour que les Français comprennent, la ministre de l'Intérieur au niveau européen, a dit qu'il fallait accueillir 1,5 million de migrants en plus chaque année. Donc, l'immigrationnisme est un projet. Je considère que ça menace aujourd'hui nos modes de vie, notre sécurité, notre civilisation, évidemment nos comptes publics, et qu'il faut sur ce sujet un tournant. Et je souhaite parallèlement restreindre la libre circulation dans l'espace Schengen aux seuls ressortissants européens, parce que Schengen est un projet européen. Le fait d'obtenir un titre de séjour en venant par exemple de Syrie ou de Libye, en Italie ou en Suède, ne doit pas vous donner le droit à circuler dans les différents États membres. Comment vous faites pour contrôler entre la France et l'Italie, pas les aéroports? L'immigration, ça je vous le concède. Ça, je vous le concède. Un peu de respect, Monsieur Bardella. Expliquez-nous votre double frontière. Madame, on a bien compris sur la question de l'immigration. Vous n'aviez pas compris ce qui était en train de se passer et les souffrances qui étaient infligées aux Français par votre politique d'immigration, notamment sur nos comptes publics, sur leur sécurité ou sur leur identité. Donc oui, je refoule aux portes de l'Union européenne les bateaux de migrants après les avoir mis en sécurité pour les raccompagner dans leur pays de départ. Oui, je renforce les contrôles aux frontières nationales, madame. L'Allemagne l'a fait. L'Allemagne, en quelques mois, a fait chuter de 40% le nombre d'entrées
illégale. Comment vous assurez zéro immigration irrégulière? C'est votre grande promesse. Manon Aubry. S'il vous plaît. Vous parlez de mesures. Merci pour cet échange. Alors, je veux m'adresser à tous les Français qui nous regardent et qui ont le cœur qui saigne en regardant l'état du pays. Allez voter le 9 juin, ne dispersez pas vos voix, donnez de la force à un parti politique, le mien, qui peut ouvrir la voie de l'alternance en France comme en Europe. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité, c'est la conséquence de choix politiques. Et moi, je vous propose de renouer avec le temps de l'espérance. Le 9 juin, je compte sur vous.